Fidèles téléspectateurs de l'émission Débat Éducation, bonsoir. Avant toute chose, nous souhaitons une bonne et heureuse année à l'ensemble des acteurs du système éducatif, aux parents, aux élèves, aux enseignants et aux partenaires techniques et financiers de l'éducation. Et vivement que l'année scolaire 2021 soit une réussite malgré la Covid-19. Aujourd'hui, le cours que nous allons diffuser porte sur la grammaire. Vous savez que beaucoup d'élèves ont des difficultés grammaticales et donc peinent à construire une phrase correcte. Nous, au niveau de Débat Éducation, nous nous sommes dit passer ce cours devra aider les élèves dans la construction d'une bonne phrase. Et ce cours sera appuyé par un exercice. Mais avant cela, nous allons passer en revue l'actualité éducative. Actu Éducation, c'est dans un instant. Chers téléspectateurs, bienvenue dans ce premier numéro de Débat Éducation de l'année 2021. Ce premier numéro que nous avons consacré à un cours de grammaire au profit des élèves de la classe de CM2. Mais d'abord, comme je vous le disais tout à l'heure, nous allons passer en revue l'actualité éducative en commençant par l'éducation inclusive. Vous le savez, aujourd'hui, c'est l'une des priorités du gouvernement. Permettre à tous les enfants en situation de vulnérabilité d'aller à l'école est l'un des objectifs du plan sectoriel de l'éducation 2014-2025. Nous étions dans un collège à Simbortoti, dans la préfecture de Thônes, où nous avons pu suivre une éducation inclusive. Je vous propose de suivre le reportage. Le CEG de Simbortoti, dans la préfecture de Thônes, est un modèle d'école inclusive. Il forme depuis 4 ans déjà Mademoiselle Liabine Larba, une handicapée visuelle âgée de 16 ans en classe de 3e. Comme les autres élèves, Larba suit le cours et répond aux questions de l'enseignant. Pour le cours littéral, j'essaie de l'amener à participer. Et au niveau des mots, j'essaie à chaque fois d'épeler les lettres. Quand je mets le mot un peu difficile au tableau pour les autres, j'épelle les lettres pour Larba. Et pour les schémas, à la fin de la schématisation, je braille les annotations pour elle, du fait qu'on ne peut pas faire la schématisation. Je dirais n'est pas aussi différente des autres élèves. Et la participation, c'est tout comme les autres élèves aussi, voyants de la classe. Les cours se passent bien. Les professeurs ne m'oublient pas. Chaque temps, c'est par la dictée que je recopie les cours. Les mots difficiles, ils appellent, j'écris. Si aujourd'hui la pratique de classe se déroule sans difficulté majeure avec Larba, cela n'a pas été toujours le cas. Quand elle est arrivée en 6e, on se plaignait et quand on devrait rentrer dans sa classe, on avait l'impression qu'on était retardé dans nos progressions. Quand elle passait pour la 4e, nous avions reçu une formation et au cours de cette formation, nous avons d'abord été instruits sur la notion d'éducation inclusive. Et par après, nous avons reçu une formation en braille. Et depuis cette formation, on se sent à l'aise avec elle. On n'a pas l'impression d'avoir 2 catégories d'élèves. Donc si on pouvait nous renforcer en fabrication d'outils où on pouvait reproduire des schémas, où elle peut se servir de son doigt pour avoir l'image de ce que nous sommes en train de décrire pour les autres, ça va nous faire beaucoup de bien. En plus des schémas des cours de SVT, Larba éprouve des difficultés dans certaines matières. Le plus souvent, elle fait recours aux enseignants ou à son camarade de banc qui n'est autre que son frère cadet. Pour suivre les cours de mathématiques, c'est difficile parce que je ne maîtrise pas les symboles. Je demande au professeur de mathématiques de me montrer les symboles. Pour les cours d'anglais, il me demande comment s'écrit tel mot. Et j'appelle les mots pour la montrer. Les mathématiques aussi, ils me demandent comment le professeur a fait ici. Je le montre. C'est comme ça divisé par ça qui donne ça. Quand je l'aide, c'est comme aussi des révisions pour moi.
Pour accompagner l'Arba dans son cursus scolaire, la Direction régionale de l'éducation des Savanes, qui implémente depuis une dizaine d'années déjà la pratique de l'éducation inclusive, a désigné un enseignant pour l'encadrer. Une fois en classe, les professeurs formés, je dois passer voir s'ils s'appliquent et s'ils ont des difficultés. Bon, discrètement, j'observe et je les approche pour voir des adaptations ou des améliorations qu'il faut apporter pour permettre à l'Arba de se sentir aussi dans la peau comme les voyants. Sur le plan matériel, ce que l'Arba a besoin à l'école comme fourniture pour travailler, je suis chargé d'aider à l'acheminement ou à la recherche de ce matériel pour mettre à la disposition de l'Arba. J'approche l'Arba pour voir ses difficultés et voir comment l'amener à améliorer. Mademoiselle Larba est l'aînée d'une famille de 7 enfants. 4 des 7 enfants, dont des jumeaux, sont non-voyants. Les 3 autres suivent une éducation inclusive à l'école primaire publique de Sibortoti. Ce n'est pas tous les enseignants qui maîtrisent les techniques en éducation inclusive. Une soixantaine ont donc été formés dans la préfecture de Meaux sur ces techniques, l'usage des langues de signes et le braille. Ceci grâce au projet d'éducation inclusive dans la préfecture de Meaux, piloté et financé par Plan International Togo. Ceci devrait aider les enseignants dans la conduite à tenir pour l'application effective des systèmes d'éducation inclusive dans les établissements scolaires. Regardez. Enseignants et directeurs d'école primaire de la préfecture de Meaux ont été renforcés sur l'écriture en braille et la langue de signes. Un appui technique qui s'inscrit dans le cadre du projet Éducation inclusive dans la préfecture de Meaux, un projet financé par Plan International et mis en œuvre en collaboration avec l'ONG PASDI Afrique. C'est en fait un recyclage que nous organisons à l'endroit des enseignants qui ont été formés l'année dernière sur la langue de signes et le braille pour leur permettre donc de continuer par prendre en charge des classes inclusives, c'est-à-dire des classes dans lesquelles nous pourrons avoir des enfants handicapés, soit visuels ou auditifs. Nous avons consulté gratuitement les enfants handicapés et nous leur avons fourni des équipements de mobilité de base. Nous avons construit des rampes et nous avons fait des sensibilisations au niveau des communautés pour que les enfants handicapés puissent aller à l'école. Au départ, on avait peur de recevoir ces enfants parce qu'on n'avait pas reçu une formation. Avec la formation en écriture braille et en langue de signes, nous pouvons les recevoir et leur donner l'éducation qu'il faut. Ces enseignants formés seront appuyés dans l'encadrement des apprenants par leurs collègues mieux outillés, appelés enseignants itinérants. Avec l'appui de ces derniers, tous les enseignants devront bénéficier d'un suivi régulier sur ces nouvelles techniques en faveur de l'éducation inclusive. Malgré les efforts du gouvernement, les enfants sont toujours victimes de toutes sortes de sévices, maltraitances, viols, tortures, jusqu'à ce que parfois mort s'ensuivent. Est-ce à dire que ces instruments mis en place par le gouvernement sont inefficaces? Nous avons passé en revue toutes ces mesures prises au Togo pour protéger les enfants. Je vous propose de suivre le reportage. Protection de l'enfant, allô? Chaque jour, le 10-11 résonne dans ce bureau. Une ligne verte spécialisée dans la lutte contre la maltraitance des enfants au Togo. Environ 16 500 appels par an sont effectués dans ce centre d'écoute pour dénoncer toute forme de sévices corporels infligés aux enfants. Il y a quelques jours, celui que nous allons surnommer Job est admis dans cet univers. Même s'il ignore tout ce qui l'a conduit ici, il se rappelle avec émoi ces derniers jours de chez son tuteur. Je dors dans ma cuisine, il me maltraitait. Je suis dans la souffrance. 4 mois, c'est son propre gardien qui m'avait aidé à s'enfuir. Le gardien a vu sur moi, tout ça, tu ne peux pas rester là-dedans. Si tu restes, tu seras mon servant. Face à cette cruelle réalité, plusieurs mécanismes sont mis en place. Le ministère de l'Action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation veut juguler ce mal. La maltraitance des enfants
C'est un phénomène qui est réel dans notre pays, dans nos communautés, et il faut combattre absolument. C'est un phénomène aujourd'hui, on peut se dire qu'il est en baisse dans notre pays grâce aux différentes actions de lutte qui ont été depuis longtemps menées par le gouvernement à travers le ministère de l'Action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation. Au titre des mécanismes, le ministère a mis en place donc, des organes qui travaillent en synergie pour pouvoir lutter efficacement contre ce phénomène. Il y a un décret d'ailleurs qui a été pris en Conseil des ministres pour mettre en place le Comité national des droits de l'enfant, le CNE, dont les attributions vont au-delà de tout ce que les acteurs mènent sur le terrain. Il a été également créé des outils nécessaires pour non seulement protéger ces êtres vulnérables contre les violences de tout genre, mais aussi poursuivre et punir si possible les auteurs de ces actes inhumains. Nous avons le nouveau code des personnes et de la famille, nous avons le code pénal qui a été revu et qui prend aujourd'hui en compte tout ce qui est maltraitance de l'enfant. Nous avons également le code de l'enfant qui a été promulgué par le chef de l'État. Donc c'est en quelque sorte la référence, la Bible, qui ramasse tout ce qui est situation relative à l'enfant et qui prévoit des sanctions à l'encontre des auteurs. La politique du gouvernement porte visiblement des fruits. Les statistiques présentent une baisse sensible de la maltraitance des enfants. L'engagement des chefs traditionnels et religieux en est également pour quelque chose. Ils accompagnent l'État dans la lutte contre les pratiques néfastes dans les couvents à l'égard des enfants. Je vous le disais tout à l'heure, les enfants, jeunes filles comme garçons, subissent toutes sortes d'abus. Vous avez pu constater les mesures prises au niveau du gouvernement à travers le ministère de l'Action sociale qui a également mis en place un cadre de concertation pour lutter contre ces abus des parents et tuteurs sur les enfants. À Blita, l'ONG Défi et Développement a organisé une conférence pour évaluer ces pratiques sur les enfants et les mesures qui ont été prises au niveau de ce cadre. Une conférence de cas est organisée dans le but de faire la synthèse des cas gérés au cours d'un semestre. Les acteurs du cadre de concertation se retrouvent lors de cette conférence pour mettre ensemble les cas gérés, c'est-à-dire les cas d'abus, en vue de mieux protéger les enfants. Il est ressorti que la préfecture de Blita regorge de beaucoup de cas d'abus. Nous avons vu plus de 22 cas d'abus sur les enfants. Donc, tous les acteurs sont interpellés et nous devons vraiment prendre conscience que la protection des enfants est un droit et que nous devons vraiment considérer que c'est un devoir pour nous de protéger les enfants en vue de diminuer les cas d'abus dans notre préfecture. Le plan international Togo est engagé dans la protection et la sauvegarde de la sécurité des enfants. Tous nos projets, programmes contribuent à ça. Donc une conférence des cas, ça sert à faire l'état de lieu de la gestion de tous les cas qui ont été dénoncés et dans une période donnée. Il ressort de cette rencontre que les acteurs de protection, le cadre de protection, je veux dire, de la préfecture de Blita a fait une situation des cas dénoncés dans la préfecture, l'état du lieu de la gestion des cas et puis des propositions aussi pour vraiment la meilleure gestion de certains cas qui sont encore en suspens. Donc aujourd'hui, nous nous en félicitons que le cadre se saisisse vraiment de cette question qui est centrale pour nous, acteurs de protection des droits des enfants. Et nous félicitons vraiment le cadre pour cette activité-là. Nous félicitons le cas d'abus. Il faudrait que la population cesse de violer nos jeunes filles, notre relève de demain. C'est pourquoi nous les dénonçons. Quand on découvre des viols dans le milieu, on les dénonce. Pour qu'on cesse de faire développer, laisser les enfants évoluer, les jeunes filles évoluer
au niveau de l'éducation. Désormais, le Togo dispose d'une politique nationale de la recherche et de l'innovation. Le document repose sur 5 principes directeurs, notamment la recevabilité, l'excellence, la liberté, l'éthique professionnelle et la responsabilité des institutions et acteurs de la recherche. Le document a été soumis à l'appréciation des acteurs impliqués dans la recherche. Regardez. La recherche et l'innovation, des maillons importants dans le développement. Axés sur la redevabilité, l'excellence, l'éthique professionnelle et la responsabilité des institutions et acteurs de la recherche, entre autres, la politique nationale de la recherche et de l'innovation présente de nouvelles façons de stimuler la recherche scientifique pour les 10 prochaines années. Cette politique va répondre à une attente, celle de valoriser les travaux des recherches afin qu'ils soient profitables à tous. Toute recherche aujourd'hui a une destination. Toute recherche veut attaquer un problème qui est utile aux Togolais. Toute recherche que nous faisons aujourd'hui doit transformer la vie économique, doit transformer la vie sociale. Faire la recherche pour apporter une valeur ajoutée, une plus-value à la communauté. Nous voudrions qu'à la sortie de cette réunion, que ce document soit d'abord validé par tous les Togolais et puis ensuite validé en Conseil des ministres et adopté pour utilisation, pour la mise en œuvre au niveau national. Le gouvernement togolais reconnaît la recherche et l'innovation comme des piliers du développement tant économique que social. Pour les chercheurs qui cherchent, il y en a partout. Mais les chercheurs qui trouvent, on n'en trouve pas. C'est ça l'essentiel de ce que nous devons retenir de cet effort de rédaction de ce document qui doit désormais constituer le socle ou la base de l'essentiel que nous devons désormais mener dans la recherche. Le gouvernement togolais, avec à sa tête le chef de l'État, a compris l'impérieuse nécessité d'investir dans la recherche pour que notre pays, un jour aussi, s'inscrive dans le cadre des pays émergents. On ne peut parler d'émergence dans un pays si on n'a pas mis l'accent sur l'éducation universitaire, sur la qualité de la recherche et la qualité de l'enseignement. C'est pour cela que pendant 5 ans, sous les auspices et la direction du professeur Kokoroko, des travaux ont été faits pour que nous en arrivions aujourd'hui à ce niveau. Arriver à valider un document de travail qui va constituer un peu le cadre, qui va définir les règles de la recherche. Après cet atelier, nous conviendrons ensemble qu'il faudrait redéfinir le statut du chercheur. Est-ce que le fait d'être docteur et d'être recruté dans une université fait de nous des chercheurs, des enseignants-chercheurs? Est-ce que l'enseignant-chercheur désormais va se résumer à une étiquette qu'on affiche pour dire « je suis enseignant-chercheur » Ce document également nous dira un peu dans quelle mesure nous allons apprendre à valoriser les résultats des travaux que nous faisons. Est-ce que être un chercheur se résume à pondre des articles pour évoluer sur le plan du CAMES? À mon humble avis, l'enseignant-chercheur, c'est une conscience, c'est un savoir-faire, c'est un savoir-être. C'est un savoir-faire. Et je pense que les travaux pendant ces 2 jours nous permettront effectivement de faire de la pédagogie pour ce qu'on appelle l'enseignant-chercheur. La validation de cette politique permettra à l'horizon 2030 d'améliorer les rendements et la productivité dans tous les domaines de la vie nationale, ce qui devra contribuer à la croissance économique durable et inclusive du pays. Les grandes priorités éducatives pour les 10 prochaines années ont été portées à la connaissance des acteurs de l'éducation à Thiévié dans le Zion. Ces priorités sont contenues dans le plan sectoriel de l'éducation et c'est justement le contenu de ce plan qui a fait objet d'échanges entre ces différents acteurs de l'éducation à Thiévié. Des échanges nourris avec les experts du plan sectoriel de l'éducation. C'est une démarche pour faire connaître aux acteurs éducatifs de Thiévié les grandes visions de l'éducation sur les 10 prochaines années et les priorités sur lesquelles il faut agir. Il s'agit d'améliorer la qualité de l'éducation, de l'équité et de la gouvernance dans le secteur de l'éducation au Togo. Il s'agira donc de partager le contenu du document de plan sectoriel révisé, de sorte que tout le monde puisse contribuer efficacement, de quelque manière que ce soit, à la réussite de l'éducation. C'est la suite d'une tournée que nous avons entreprise depuis quelques semaines qui nous permet de porter la politique éducative et la planification sectorielle de l'éducation
vers tous les acteurs dans les régions de notre pays. Il est prévu de réviser tous les curricula de formation qui sont en cours dans nos établissements scolaires, de faire en sorte que les parents participent plus à un suivi des élèves. Pour avoir le succès de cette politique éducative nationale, 600 exemplaires du plan sectoriel de l'éducation ont été distribués. La direction régionale de l'éducation maritime a rencontré les inspecteurs et promoteurs d'écoles, toujours dans le ZIO. La direction entend par cette rencontre renforcer les visites techniques dans les établissements privés et soumettre aux promoteurs d'écoles les nouvelles réformes qui régissent l'ouverture d'un établissement scolaire au Togo. Suivons ensemble le reportage. La qualité de l'éducation est au centre de toutes les préoccupations du gouvernement qui prépare la relève de demain. Si l'enseignement dispensé dans les écoles publiques est permanemment sous contrôle, la situation n'est toujours pas le cas dans certaines écoles privées. Ceci dû à une visite technique parfois négligée dans les écoles. Le problème est pris à bras le corps à la direction régionale de l'éducation maritime. Elle échange ici sur le sujet avec les inspecteurs et promoteurs d'écoles en vue de l'obtention de l'autorisation de création d'ouverture et de fonctionnement d'écoles. Nous avons décidé que tous les acteurs impliqués dans la visite technique se retrouvent pour s'approprier des tests qui régissent cette activité-là. Ensuite, pour les inspecteurs, de revoir la grille d'observation qui est un outil important qui n'était pas intégré dans les pratiques dans la région. Les conditions environnementales, les procédures et les dossiers à fournir pour la création, l'ouverture et le fonctionnement d'une école privée, laïque et confessionnelle sont entre autres éléments de l'arrêté 261 du ministère de l'enseignement primaire et secondaire expliqué à ses participants. Nos écoles privées laïques, pour la plupart, sont dans l'illégalité. Il y en a qui ont des agréments, on les félicite pour ça, mais il y en a qui n'ont rien du tout depuis 2014 où ce nouvel arrêté est sorti. Cela prouve que les écoles sont mal gérées et quand elles sont mal gérées, les résultats ne sont pas attendus. La nature de collaboration qui doit exister entre les écoles publiques et privées, laïques ou confessionnelles, c'est l'autre thématique et en fait objet d'échanges lors de cette rencontre. Après la mise en place dans plusieurs communes des cadres de concertation, la coalition nationale togolaise pour l'éducation pour tous évalue le niveau d'implication de ces cadres de concertation dans les activités éducatives de leur commune. Les membres de ces cadres de concertation ont donc été conviés à une revue sur le plan opérationnel de l'éducation. Quelques membres se sont exprimés à nos micros. Je vous propose de les écouter. La mise en place est évidente, en ce sens que la municipalité ne dispose pas en son sein de toutes les compétences et elle a besoin des contributions des acteurs de tous bords, de tous horizons, pour que en matière éducative ou en matière de politique éducative, que des expertises puissent affluer de toutes parts pour permettre donc de cerner de près ce secteur-là, d'abord en termes de maîtrise et en termes de mise en œuvre de cette politique sectorielle-là, pour permettre donc aux collectivités d'assumer leur part de responsabilité, puisque c'est des compétences qui sont dévolues. Dans l'état actuel des choses, donc ça permet aux collectivités de prendre une longueur d'avance pour que lorsque les tests d'application seront effectifs, qu'ils soient déjà à pied d'œuvre sur ce chantier-là, pour que la maîtrise d'œuvre ou la maîtrise d'ouvrage communal par rapport à ce secteur ne soit plus un tâtonnement, mais une question de maîtrise.
La coalition nationale togolaise pour l'éducation pour tous a procédé à l'évaluation finale de son projet éducation inclusive piloté pendant 3 ans de 2018 à 2020 à Notien et à Atakpamé. Les résultats sont satisfaisants selon la BMZ et CBM, bailleurs de ce projet au profit des enfants handicapés. Un document qui a poussé loin les recherches, poussé loin les curiosités pour nous permettre de ressortir des aspects très importants de la mise en œuvre de ce projet. Pierre de force, il a été constaté que nous avions une capacité d'encadrement des enfants handicapés et de leur insertion dans le système éducatif et de la mobilisation communautaire et médiatique autour de ces enfants et de la collaboration active avec les partenaires de l'éducation pour que l'éducation inclusive soit un fait de réussite au Togo et surtout dans la zone du projet. En matière de faiblesse, il nous a été relevé un certain nombre d'éléments relatifs à la non prise en compte du préscolaire et du secondaire 1, parce que l'éducation de base réclame que les enfants soient scolarisés et maintenus dans le système pour 12 ans, dont 9 obligatoires, comme faire l'ODD 4. Donc nous avons pris acte et nous pensons, et puis il nous a été également relevé le fait que nous n'avons pas assez mis d'actions de sensibilisation pour permettre une certaine appropriation par les communautés. Mais cet élément relève du fait qu'il y a eu la Covid qui est venue nous empêcher de parachever notre activité et qui nous recommande que nous ayons un temps supplémentaire pour pouvoir parachever ce que nous avions fait. Et ce constat n'a été que le reflet du relâchement après que la Covid est venue et que nous n'avions plus occupé le terrain. La première des recommandations adressées au ministère, c'est de tout faire pour que la stratégie nationale de l'éducation inclusive soit mise en place. Ensuite, de pouvoir le fédérer avec les autres ministères transversaux, comme le ministère de la Santé. Les étudiantes ont également un rôle important à jouer dans la gouvernance des universités. À l'université de Kara, elles ont reçu une formation qui devrait leur permettre de s'engager dans la vie de l'université au même titre que les garçons. L'initiative est à mettre à l'actif de la cellule genre du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Une rencontre dont les participants sont des filles étudiantes à l'université de Kara. C'est une initiative de la cellule genre du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, initiative qui vise à amener les étudiantes à s'impliquer dans la gestion de la vie de leur institution afin de ne plus laisser le champ libre aux garçons. Il y avait une réunion de délégués de l'université de Lomé avec le ministre et le jour-là, à la réunion, il n'y avait aucune fille, aucune étudiante dans l'équipe. Et quand nous avons cherché à comprendre ce qui peut expliquer cette absence dans l'équipe des délégués, on a compris finalement que c'est parce que les filles ne s'engagent pas dans la gestion de la vie de l'université. Ainsi, on ne peut pas les voir en tant que délégués d'école, délégués de faculté, délégués d'amphi, alors que c'est à partir de ces structures que un jour elles peuvent être dans les réunions. Et donc c'est par là que nous avons, avec l'université de Lomé dans un premier temps, fait une rencontre avec les filles pour les motiver davantage à s'impliquer dans la gestion de la vie de l'université. Pour la cellule genre du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, cette rencontre sur l'implication des étudiantes sur ce qui se passe à l'université constitue aussi un cadre d'apprentissage pour ces étudiantes de la vie sociale et professionnelle. Cette cellule a prévu de faire un suivi pour se rendre compte de la manière dont les étudiantes ont accueilli l'information et voir si elles se sont engagées pleinement dans la vie de leur université.
Dans la région centrale, l'ONG Creusette Togo renforce les capacités des enseignants sur les méthodes alternatives à la violence du genre transformateur et les droits sexuels des adolescents. Plus de 180 enseignants sont formés grâce au projet Renforcement de la société civile pour la lutte contre les violences du genre, financé par Plan International Togo et l'Agence suédoise de développement ASDI. Suivez plutôt. Nous sommes en train de renforcer les capacités de 180 enseignants dans les préfectures de Sotouboua et Mo. Et cette formation vient répondre au constat fait dans le cadre scolaire où nous avons constaté qu'il y a des enfants, sinon pratiquement les enfants subissent des multiples formes de violence. Par rapport à l'engouement que les professeurs ont au cours de cette formation, nous sommes sûrs déjà qu'ils vont appliquer les méthodes alternatives à la violence parce que des gens ont pris conscience des violences exercées sur les élèves, les conséquences néfastes qui ont conduit les élèves à l'abandon, à la déperdition. Eux-mêmes ont donné les conséquences fâcheuses par rapport aux violences et cela dénote de comment ils vont changer de comportement dans les pratiques de classe à partir d'aujourd'hui pour un lendemain meilleur et avec une éducation sans violence, une société sans violence. Par le passé, il y a beaucoup de choses que nous faisons dans l'ignorance, pensant bien faire, alors que de l'autre côté, les conséquences sont très néfastes sur l'évolution des élèves. La façon de sanctionner nos élèves qui désorientaient beaucoup d'élèves, amenait certains à abandonner, certains même à se révolter, à se rebeller. Mais avec cette formation, nous sommes en train de nous rendre compte que nous étions en train d'aller dans l'erreur. Et je suis sûr qu'au sortir de cette formation, nos pratiques de classe vont s'améliorer. Une fois arrivé, j'essaierai de sensibiliser les filles sur les grossesses non désirées, les grossesses précoces qui entraînent l'abandon des classes. Nous allons passer maintenant au cours de grammaire, mais avant cela, nous allons marquer une petite pause avec cette bande dessinée réalisée par la Coalition nationale togolaise pour l'éducation pour tous, pour sensibiliser les élèves sur le respect des mesures barrières. Je suis un élève handicapé ou non. Il me faut une bonne santé pour jouir parfaitement de mon droit d'aller à l'école. Le coronavirus peut aussi me l'empêcher. Afin de me protéger et protéger mes camarades contre le coronavirus, j'exécute les gestes simples suivants qui sauvent la vie. Je couvre ma bouche et mon nez avec un cache-nez. Je porte mon cache-nez partout, en classe, dans la cour, dans les couloirs, dans la rue, en groupe. Je lave mon cache-nez chaque jour. Si mon cache-nez est à usage unique, je le jette immédiatement à la poubelle après usage. Je n'utilise jamais le cache-nez de mon camarade ou d'une autre personne. Je tousse dans le creux de mon bras ou dans un papier mouchoir. Je jette immédiatement le papier mouchoir après usage à la poubelle. Je lave régulièrement mes mains avec de l'eau et du savon ou je les nettoie régulièrement avec le gel hydroalcoolique. Je nettoie régulièrement tous les objets que je touche, principalement mes aides techniques telles que le tricycle, les lunettes et les cannes. Je garde toujours une distance d'1 mètre au moins entre les autres et moi, même pour dire bonjour. J'évite tout contact étroit, non protégé avec mes camarades et les autres personnes, surtout s'ils souffrent de la fièvre et ou de la toux. Je consulte vite un médecin en cas de fièvre, de toux et de difficultés respiratoires où j'appelle le 111. Pour éviter le coronavirus, mes camarades, faites comme moi. Et vous, papa, maman, enseignants et adultes, ne cessez jamais de nous rappeler ces gestes simples. Alors, chers élèves, j'espère que vous avez vos cahiers et vos bics à portée de main pour acquérir des connaissances langagières. Il y a aussi un exercice qui sera fait après le cours. Restez concentrés pour acquérir le nécessaire et pouvoir vous en sortir dans la construction d'une bonne phrase. On se revoit tout à l'heure après cette leçon de grammaire. Bonjour, chers élèves partout au Togo. Je réponds au nom de Soji Aheba Arefa Sidonie, enseignante à l'EPP-CB. Je vais faire avec toi des activités qui te permettront
de bien réussir les exercices de « Je manipule la phrase 1 » que nous appelions grammaire en étude de test et en dictée. J'espère que tu as pris une bonne place devant ta télévision ou ton poste radio pour me suivre et bien travailler avec moi. Je t'invite alors à prendre ton cahier, ton bic, ton ardoise, ta craie et ton chiffon. Tu as 1 minute pour assembler le matériel. Si tu es prêt, on va commencer. Bien, suis. On lit ensemble. Au début de cette année, une terrible maladie qui n'épargne ni grands ni enfants envahit tous les pays du monde entier. Il s'agit de la maladie à coronavirus. J'espère que tu m'as suivi. Le travail à faire est celui-ci. Tu vas réécrire de 2 autres manières la première phrase du test. En 2, tu vas décomposer la première phrase en 2 phrases de base. Et en 3, tu vas donner la structure de la 2e phrase du test. J'espère que tu as bien suivi la lecture. Je vais la reprendre une première fois et on va commencer par travailler. Au début de cette année, une terrible maladie qui n'épargne ni grands ni enfants envahit tous les pays du monde entier. Il s'agit de la maladie à coronavirus. Peux-tu me relire la première question? Réécrire de 2 manières la première phrase du test. Qu'est-ce qu'on te demande de faire? Dis-moi ce qu'on te demande de faire. On te demande de réécrire la première phrase tout en gardant le sens de cette phrase avec les mêmes mots. C'est bon? Bien. Tu prends ton ardoise et tu me réécris. D'abord, qui peut me lire la première phrase du test? Lis-moi la première phrase du test. La première phrase du test est « Au début de cette année, une terrible maladie qui n'épargne ni grands ni enfants envahit tous les pays du monde entier. » Voilà la première phrase du test. Maintenant, réécris-la sur ton ardoise. Tu as 1 minute. Allez, travaille. Je reprends. Une terrible maladie qui n'épargne ni grands ni enfants envahit tous les pays du monde entier au début de cette année. Je vais écrire la phrase au tableau. Une terrible maladie envahit tous
les pays du monde entier au début de cette année. Très bien. Voilà la première phrase trouvée. Ici, c'est fini? On a bien dit deux. Sur ton ardoise maintenant, tu me refais la même phrase d'une autre manière aussi. C'est compris? Allez, vas-y. Tu as 1 minute. Bien. J'espère que c'est fini. Qui va me donner sa phrase? Une terrible maladie qui n'épargne ni grands ni enfants au début de cette année envahit tous les pays du monde entier. Très bien, je l'écris aussi. Une terrible maladie au début de cette année envahit tous les pays du monde entier. Bien, suivez bien les deux phrases. Nous venons ainsi de trouver les deux manières de transformation de la phrase initiale. Qu'est-ce que tu constates? Qu'est-ce que tu constates dans ces phrases-là? Voilà la première phrase, la phrase initiale. Voilà ce que nous venons de faire. Qu'est-ce que tu constates? Qui peut me dire ce qu'il remarque dans ces phrases-là? Qui trouve? Tu remarques qu'il y a un groupe de mots qui change de place dans la phrase. Lis-moi ce groupe de mots. Au début de cette année. C'est pourquoi je l'ai mis en rouge. Bien, ce groupe de mots-là, comment est-ce que je l'appelle? Comment est-ce que tu l'appelles? C'est un groupe permutable. C'est un groupe permutable. Maintenant, ce groupe permutable, quelles seront les positions que nous pourrons adopter à ces groupes permutables? Dans la phrase initiale, elle est placée où? Dans les autres phrases, ici, elle est placée où? Ici, elle est placée où? Regarde et dis-moi où se place le groupe permutable dans ces phrases. Il est placé ici en début de phrase. Dans la deuxième phrase, il est placé à la fin de la phrase. Et en troisième position, il est placé à l'intérieur de la phrase. Maintenant, le groupe permutable peut se placer en début de phrase, à l'intérieur de la phrase et à la fin de la phrase. Nous venons de terminer notre première question. Lis-moi la deuxième question. Bien, qu'est-ce qu'on te demande de faire? Qu'est-ce qu'on te demande de faire? On te demande de décomposer la première phrase en deux phrases de base.
Lis-moi la première phrase. Lis-moi la première phrase. Oui, au début de cette année, une terrible maladie qui n'épargne ni grands ni enfants envahit tous les pays du monde entier. Voilà la première phrase. Bien. Regarde bien dans la première phrase. Combien de verbes conjugués as-tu? Tu as combien de verbes conjugués dans cette phrase? Relève ces verbes conjugués sur ton ardoise. Ça y est, c'est déjà fait? Très bien. Tu as le verbe n'épargne et le verbe envahit. Voilà les verbes conjugués dans la première phrase. Regarde bien dans la première phrase. Nous avons envahi. Envahi. Nous allons poser la question. On veut trouver le GNS de envahi. Quelle est la question que je vais poser? Qui est-ce qui envahit? Qui est-ce qui envahit? Et quelle est la réponse? Une terrible maladie. Je l'écris. Une terrible maladie envahit. Une terrible maladie envahit. Est-ce que la phrase est terminée? Elle n'est pas terminée. Bien. Quelle est la question que je vais poser pour trouver le groupe de mots qui termine la phrase? Je vais poser la question quoi? Tu vas poser la question quoi? Une terrible maladie envahit quoi? Quelle est alors la réponse? Tous les pays du monde entier. Très bien. Tous les pays du monde entier. Bien. Voilà. Nous venons de terminer notre phrase avec envahi. Nous allons faire la même chose avec n'épargne. Bien. Qu'est-ce qui n'épargne? Oui. Qui trouve? Qui? Qui? Bien. Ici. Qui? Qui remplace quel groupe de mots? Qui, dans cette phrase, remplace quel groupe de mots? Une terrible maladie. Très bien. Je réécris. Alors, une terrible maladie. Une terrible maladie n'épargne. Une terrible maladie n'épargne. Notre phrase est-elle terminée? Oui, elle n'est pas terminée. Quelle est la question que nous allons poser, que tu vas poser pour trouver le groupe de mots restants? De qui? Une terrible maladie n'épargne qui? Ni grand, ni enfant. Ni grand, ni enfant. Nous venons de refaire notre deuxième phrase. Une terrible maladie envahit tous les pays du monde entier. C'est notre première phrase. Une terrible maladie envahit tous les pays du monde entier. C'est notre première phrase. Comment est-ce que nous pouvons l'appeler? C'est notre P1. P1. Deuxième phrase. Une terrible maladie n'épargne ni grand ni enfant. C'est notre P2. Là, maintenant, nous venons de trouver nos deux phrases de base. Lis-moi la troisième question. Qu'est-ce qu'on te demande de faire? On te demande de donner la structure de la deuxième phrase. Lis-moi la deuxième phrase dans le test. Il s'agit de la maladie à coronavirus. Dans la deuxième phrase, tu me relèves le verbe. Relève-moi le verbe dans cette phrase. Le verbe, c'est s'agit.
Je l'écris. S'agit. Maintenant, quelle question allons-nous poser pour trouver le GNS? Quelle question tu vas te poser pour trouver le GNS? Qu'est-ce qui agit? Qu'est-ce qu'on trouve? Qu'est-ce que tu trouves? Il. J'écris alors il. Quelle est la nature de il? Il est un pronom personnel. Pronom personnel. Bien, il est un pronom personnel. Dans cette phrase, il est sujet. Très bien. Il est alors sujet. Il, pronom personnel, sujet. S'agit, verbe. Est-ce que notre phrase, elle est terminée? Non. Très bien. Quelle est la question que nous allons poser pour trouver le groupe de mots restants? De quoi? Il s'agit de quoi? Quand je pose la question de quoi, qu'est-ce que je trouve? Un complément d'objet indirect. Il s'agit de quoi? De la maladie. La maladie à coronavirus. Tout ce groupe de mots-là est alors le GNCOI. La structure de notre phrase fait alors quoi? Pronom personnel sujet plus verbe plus GNCOI. La question est-elle terminée? Oui. Bien, chers élèves, nous venons ainsi de terminer notre « Je manipule les phrases 1 ». On nous a demandé de faire la structure de la phrase. Nous l'avons faite et nous l'avons réécrite de deux autres manières en mettant le groupe permutable au début, à l'intérieur et à la fin de la phrase. Nous avons décomposé la phrase en deux phrases de base, en trouvant d'abord le verbe et le GNS et les compléments. Et ensuite, nous avons fait la structure de la deuxième phrase en trouvant le pronom personnel sujet, le verbe et le GN, complément d'objet indirect. Merci, chers élèves, de m'avoir suivi. À la prochaine. C'est la fin de ce tout premier numéro de débat éducation consacré à la leçon de grammaire. Chers élèves, j'espère que vous avez pu retenir quelque chose. Moi, je vous dis au revoir et on se retrouve le mercredi prochain pour débat thématique. Portez-vous bien et respectez surtout les mesures barrières.